Mes parents ont confié à mon frère le contrôle de notre entreprise de logistique. Papa a déclaré qu'il possédait le leadership que je n'avais jamais eu. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai rendu mon badge, et je suis parti. 4 jours plus tard, leur plus grand partenaire d'expédition a résilié son contrat. Puis, 2 autres ont suivi. Dès le vendredi, papa tambourinait à ma porte, accompagné de l'avocat de l'entreprise. La salle de conférence comptait 18 chaises, et mon père les avait toutes fait occuper. C'était le premier signe. Les réunions de planification du lundi ne rassemblaient jamais tout le personnel. D'habitude, le service d'expédition gardait 4 personnes sur le plateau, et l'équipe de l'entrepôt restait sur les quais jusqu'à 10 heures. Mais aujourd'hui, chaque siège était pris. Mon frère, Griffin, était assis en bout de table, à une place que je ne l'avais jamais vu occuper. Il portait une cravate. C'était le deuxième signe. Mon père se tenait près du tableau blanc, avec un ordre du jour imprimé, dont je n'avais pas reçu de copie. Il ne m'a pas regardé quand je suis entré. Je me suis assis sur ma chaise habituelle, la 3e en partant de la gauche, à côté de l'écran d'expédition. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai affiché les notes d'itinéraire du premier trimestre, que je préparais depuis jeudi, les projections des coûts de carburant, un projet de planning pour l'expédition Drexler prévue cette semaine, ainsi qu'une liste d'optimisation d'itinéraire. Qui ferait économiser 14 000 € de carburant à l'entreprise, sur le trimestre suivant. Mon père m'avait demandé de venir, pour une réunion de planification du lundi. Il m'avait dit que cela concernerait l'optimisation du premier trimestre. J'avais apporté mon ordinateur, mes notes d'expédition, et un café. Je n'avais pas pris de lettre de démission, car je ne pensais pas en avoir besoin dans l'entreprise de mon père. J'y travaillais depuis l'âge de 19 ans. J'avais conduit sur ces itinéraires, bien avant de les gérer. Je pensais que c'était suffisant. Merci à tous d'être présents, a déclaré Wyatt. Il a débouché un marqueur effaçable, et a écrit 2 mots sur le tableau blanc. Nouvelle direction. Cette entreprise a atteint un point, où nous devons penser aux 5 prochaines années, et pas seulement au prochain créneau de livraison. J'ai décidé de promouvoir Griffin au poste de directeur de l'exploitation, avec un contrôle opérationnel total, et ce, avec effet immédiat. Personne n'a parlé. Le chef d'entrepôt, un homme nommé Greer, qui avait chargé des camions à mes côtés pendant 6 ans, a baissé les yeux sur ses mains. Les 2 chauffeurs que j'avais formés, ont fixé leur tasse de café. Dixon, qui avait réparti les itinéraires avec moi chaque dimanche soir au cours de la dernière décennie, a planté son regard sur le mur derrière la tête de Wyatt, et n'a pas bougé. Ton frère a quelque chose que tu n'as jamais développé, Tran. Le leadership. La capacité d'entrer dans une pièce remplie de partenaires, et de leur donner envie d'investir. Pas seulement de livrer. Tu es un bon travailleur. Je ne l'ai jamais nié. Mais ce ne sont pas les travailleurs qui dirigent les entreprises. Ce sont les leaders. Tu as passé 11 ans à conduire sur les routes, à gérer des feuilles de calcul, et à mémoriser des plannings de livraison. Griffin, lui, a noué des relations, et a réfléchi à la direction que prendra cette entreprise dans 5 ans. J'ai besoin d'un avenir, pas d'un meuble à dossier. Ce n'est pas personnel. C'est une correction. Ma mère, Alma, était assise près de la porte, les mains croisées sur ses genoux. Elle a hoché la tête tout au long du discours, de la même manière qu'elle le fait à l'église, lorsque le pasteur dit quelque chose en quoi elle croit déjà. Quand Wyatt a terminé, elle m'a regardé directement et a ajouté, « Ton père a raison, Tran. Tu es très doué dans ce que tu fais. Mais ce que tu fais, c'est de la logistique. » Griffin, lui, fait du leadership. Il y a une différence, et tu n'as jamais voulu la voir. Un meuble à dossier. C'est à cela que se résumaient 11 années. 11 années de journée commanditées à 5 heures du matin. À conduire sur des routes lors de tempêtes de verglas, parce que personne d'autre ne voulait le faire. À construire un système d'expédition de A à Z, qui suivait chaque camion de la flotte, par GPS et par code client. 11 années à prendre les appels de Kemp à minuit, parce que son responsable d'entrepôt avait besoin de décaler une fenêtre de livraison, et que Kemp me faisait confiance pour répondre avant la 2e sonnerie. Un meuble à dossier. J'ai regardé Griffin. Il était assis en bout de table, les mains croisées sur un porte-documents en cuir, qu'il avait apporté de chez lui. Il était dans cette entreprise depuis 3 ans. Il n'avait jamais conduit sur un itinéraire.
Il n'avait jamais chargé un camion. Il n'avait jamais appelé un client pour lui expliquer un retard dû à la météo, ni négocié une exonération de pénalité, ni réparé le système d'expédition à 2 heures du matin, lorsque le serveur tombait en panne. Il avait fait des présentations PowerPoint. Il avait participé à des sorties de golf. Il avait reclassé mes clients sous son nom dans le CRM, et avait appelé cela du développement commercial. Je le savais, car j'avais remarqué l'anomalie il y a 6 mois, et je n'avais rien dit. Je pensais que mon père ne me croirait pas, face aux diapositives de Griffin. J'avais raison sur ce point. J'ai failli me lever pendant cette réunion, pour dire à toutes les personnes présentes, quels étaient les véritables chiffres de Griffin. La carte plastifiée dans mon portefeuille, appuyée contre ma cuisse à travers le tissu. Elle était là depuis mon tout premier jour, 8 arrêts de livraison, écrits à la main par le premier répartiteur, un homme nommé Haskell, qui a pris sa retraite en 2016. Il avait écrit chaque arrêt au crayon, puis l'avait repassé au stylo, lorsque j'avais terminé l'itinéraire sans aucun appel de plainte. Je l'avais plastifié ce soir-là dans une boutique de photocopie. 14 ans plus tard, froissée et décolorée, elle se trouvait toujours derrière mon permis de conduire. Mon grand-père avait conduit le tout premier camion que cette entreprise ait jamais possédé. Je n'allais pas rendre ma sortie pathétique. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai détaché le badge de mon tour de cou, et je l'ai posé sur la table, face vers le haut, à côté de mon café. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise, et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a prononcé mon nom. Griffin m'a regardé partir, avec l'expression d'un homme à qui l'on vient de confier une machine, et qui ne sait pas comment l'allumer. J'avais déjà traversé le parking et j'étais dans ma voiture, avant même que quiconque dans cette pièce ne dise quoi que ce soit. Si vous entendez cette histoire pour la première fois, bienvenue sur le coin Reddit. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, pour ne pas manquer ce qui arrive, lorsque l'entreprise de ma famille découvre ce que contient réellement un meuble à dossier. La veille de cette réunion, Dixon et moi avions clôturé le tableau d'expédition ensemble, comme nous le faisions toujours. Les derniers itinéraires confirmés, les derniers camions enregistrés. L'entrepôt était vide, à l'exception de nous deux, et du bourdonnement fluorescent qui ne s'arrêtait jamais, même quand tout le reste était à l'arrêt. Dixon a 40 ans. Il est dans cette entreprise depuis 15 ans, plus longtemps que quiconque, à l'exception de mon père. Il a commencé le mois même où j'ai obtenu mon permis de conduire. Nous avons clôturé ensemble chaque tableau d'expédition du dimanche soir, au cours des 10 dernières années. Et la routine n'a jamais changé. Il vérifie les confirmations d'itinéraire. Je vérifie les journaux de carburant. Et le premier qui a terminé, verse 2 cafés à la machine de la salle de pause. La machine est une bune vieille de 12 ans, qui fuyait par le réservoir, jusqu'à ce que je la répare, à l'aide d'une vidéo YouTube et d'un kit de joint il y a 3 ans, car mon père refusait d'approuver les 400 € nécessaires pour la remplacer. Ce dimanche-là, Dixon a fini le premier. Il a versé 2 tasses, et m'a tendu celle avec la poignée ébréchée, qui était la mienne depuis ma 2e année. Nous nous tenions devant le tableau d'expédition, avec les itinéraires étalés devant nous. Chaque camion comptabilisé. Chaque fenêtre client confirmée. Quoi qu'il arrive demain, les itinéraires savent qui les gère, a dit Dixon. Les camions le savent. Les clients le savent. Ça ne changera pas, juste parce que quelqu'un met un nom différent sur la porte. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a secoué la tête. Assure-toi juste d'avoir ton portefeuille quand tu partiras. Dixon savait. Il avait entendu quelque chose, ou il l'avait deviné, à la façon dont mon père parlait à Griffin depuis 1 mois. La façon dont Wyatt se penchait dans le bureau de Griffin, et fermait la porte, alors qu'il avait l'habitude de la laisser ouverte. Dixon ne m'a pas dit ce qui allait arriver. Il m'a dit ce qui serait toujours vrai, une fois que ce serait arrivé. J'ai bu le café. Il avait le même goût que d'habitude. Le goût d'un bâtiment qui fonctionne, parce que quelqu'un continue de s'y présenter tous les jours. Je m'appelle Tran. J'ai 33 ans. J'ai commencé dans l'entreprise de logistique de mon père l'été de mes 19 ans, en chargeant le 3e camion que l'entreprise ait jamais possédé. Un camion fourgon de 5 mètres, avec une radio cassée, et un siège passager qui ne se verrouillait plus. J'ai conduit sur des itinéraires, avant même de comprendre ce qu'était un itinéraire. J'avais mémorisé chaque quai de chargement, chaque fenêtre de réception, le nom de chaque responsable d'entrepôt,
ainsi que leur créneau de livraison préféré, dans un rayon de 160 km. À 22 ans, je gérais les expéditions. À 25 ans, j'étais le directeur des opérations, gérant chaque relation client, chaque planning d'itinéraire, et chaque fenêtre de livraison, pour une entreprise qui génère 8 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je gagne 87 000 euros. 11 ans d'ancienneté, en ayant commencé à 39 000 euros. Je gère 8 millions d'euros d'opérations, et je gagne moins qu'un coordinateur logistique de première année, dans n'importe quelle entreprise de taille moyenne. J'ai demandé une augmentation une seule fois, il y a 3 ans. Wyatt m'a répondu que l'entreprise ne pouvait pas se le permettre. Ce même trimestre, il a approuvé un nouveau véhicule de fonction pour Griffin, et a emmené Alma en croisière, pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage. La croisière a coûté 11 000 euros. Mon augmentation aurait été de 8 000 euros. Il pouvait se permettre la croisière. Il ne pouvait pas se permettre de me payer. Je n'ai jamais redemandé, parce que l'entreprise portait mon nom sur sa façade, et que l'héritage de mon grand-père était imprégné dans ses murs. Mon grand-père a fondé cette entreprise en 1991, avec un seul camion, une carte de crédit de station-service, et une carte routière qu'il avait dessinée à la main, au dos d'un set de table de restaurant. Il a effectué chaque livraison lui-même pendant 7 ans, jusqu'à ce que mon père soit assez grand pour conduire le 2e camion. J'ai conduit le 3e. 3 générations, 3 camions, et mon père a réduit tout cela à une mauvaise blague, lors d'une réunion du lundi matin. Griffin nous a rejoints il y a 3 ans, à l'âge de 25 ans. Il venait d'échouer dans une concession automobile, à l'accueil d'une salle de sport, et dans une agence de marketing qui a fait faillite en 8 mois. Mon père a créé un poste pour lui, responsable du développement commercial, à 46 000 euros par an. Le travail de Griffin consistait à attirer de nouveaux clients. En 3 ans, il a revendiqué 340 000 euros de nouveaux revenus annuels. Mon père le félicitait à chaque réunion trimestrielle. Ce que mon père n'a jamais vérifié, c'est si ses clients étaient réellement nouveaux. Il ne l'était pas. Griffin prenait mes comptes existants, les déplaçait entre les différentes catégories du système CRM, et les renommait comme étant ses propres victoires commerciales. Les mêmes clients, les mêmes contrats, les mêmes revenus que je gérais depuis des années, reclassés avec une étiquette différente, et présentés dans un PowerPoint comme de la croissance. Kemp est le propriétaire d'une entreprise de distribution régionale, qui représente 22% de nos revenus, 1,8 million d'euros par an. Pendant 9 ans, Kemp a traité avec une seule personne dans notre entreprise, moi. Il avait mon numéro de portable. Il m'appelait directement pour chaque confirmation de planning, chaque changement d'itinéraire, chaque retard météorologique. Lorsqu'une alerte à l'ouragan a fermé les routes côtières en 2022, je me suis rendu personnellement à l'entrepôt de Kemp à 4 heures du matin, pour dévier 3 camions, et sauver une cargaison d'une valeur de 982 000 euros. Kemp m'a serré la main par la suite, et m'a dit, d'autres entreprises auraient laissé ça en plan. Toi, tu es monté dans un camion. Il m'envoyait une carte de Noël chaque mois de décembre, avec un mot manuscrit qui disait la même chose chaque année, toujours le meilleur appel que je passe de toute la semaine. Griffin a rencontré Kemp une seule fois, lors d'une sortie de golf organisée par mon père, et a passé toute la partie à parler de crypto-monnaie, pendant que Kemp regardait son téléphone. Mon père m'avait demandé de venir pour une réunion de planification du lundi. Il m'avait appelé samedi après-midi, pendant que j'étais à l'épicerie. Lundi, 9 h, équipe au complet. Optimisation des itinéraires du T1. J'ai répondu que je serais là. Il a dit, bien, et il a raccroché. Ce fut toute la conversation. J'aurais dû remarquer qu'il ne m'avait pas demandé de préparer la présentation du premier trimestre, alors que je l'avais préparée pour chaque réunion de planification, depuis 7 ans. J'aurais dû me demander pourquoi il avait besoin de toute l'équipe, pour une discussion sur les itinéraires qui n'impliquaient habituellement que 4 personnes. J'aurais dû me demander pourquoi Griffin m'avait envoyé un texto dimanche soir, à demain. Grand jour. Griffin ne m'avait jamais envoyé de texto concernant une réunion du lundi, de toute sa vie. Mais j'ai fait confiance à cette invitation, parce que j'avais fait confiance à mon père pendant 11 ans. Et lui faire confiance, n'avait jamais nécessité de justification, jusqu'au jour où cela a nécessité une démission. J'aurais dû quitter cette entreprise il y a 3 ans, lorsque Griffin a été embauché à un poste, qui n'existait pas avant qu'il n'en ait besoin. Je le sais maintenant. Je suis resté parce que le nom sur le bâtiment était le mien, parce que les itinéraires étaient les miens. Parce que les clients étaient les miens,
et parce que tourner le dos à quelque chose que votre grand-père a commencé, avec un seul camion et une carte de crédit de station-service, ce n'est pas la même chose que de quitter un emploi. C'est tourner le dos à une histoire de famille, dont vous pensiez faire partie. J'en faisais partie. Je n'étais simplement pas la partie que mon père voulait conserver. Jour 1 sans moi. Mardi. Griffin est arrivé à 9h15. J'avais l'habitude d'arriver à 5h. Il s'est assis à mon bureau, et a ouvert le système d'expédition que j'avais construit sur 7 ans. Une feuille de calcul personnalisée, liée à un logiciel de gestion des itinéraires que j'avais configuré de A à Z. Organisé par code client, parce que le tri alphabétique échoue, lorsque 3 clients commencent par la même lettre, et que 2 partagent le même code postal. Griffin a fait une recherche alphabétique. Il n'a pas pu trouver le dossier d'expédition de Drexley. Il a appelé l'entrepôt. Greer a répondu, c'est classé sous DRX04. Tran l'a configuré comme ça. Griffin a tapé le code de travers 2 fois, puis a appelé Alma pour se plaindre que le système était désorganisé. Alma lui a dit de se débrouiller. Il n'a pas pu se débrouiller. 3 livraisons ont raté leur créneau avant la fin de la journée. 2 clients ont reçu des emails d'excuses automatisés, que Griffin ne savait pas que le système générait. Les emails sont partis avec mon nom, toujours présent sur la ligne de signature, parce que personne n'avait modifié les paramètres. Personne ne savait comment faire. Ce soir-là, Griffin a appelé sur mon portable. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. 38 secondes, Tran. J'ai besoin des identifiants de connexion pour l'expédition, et de la feuille de calcul d'optimisation des itinéraires. Papa a dit que tu comprendrais. J'avais parfaitement compris. Le téléphone est resté sur le comptoir de la cuisine. J'ai préparé le dîner, et je suis allé me coucher. Jour 2. Mercredi. Dixon est arrivé à 5h du matin, à la même heure que j'avais l'habitude d'arriver, et a géré tout le tableau d'expédition à lui seul. Il a assigné 11 camions de mémoire, a confirmé 6 fenêtres de livraison par téléphone, et a résolu un conflit de quai de chargement à l'entrepôt Drexley, en appelant personnellement le responsable de l'entrepôt. Dixon connaissait le prénom du responsable, son numéro de poste, et le fait qu'il préfère recevoir les appels de confirmation avant 7h30, car il commence à charger à 8h. Griffin ne savait rien de tout cela, car Griffin n'avait jamais appelé un entrepôt de sa vie. Dixon n'a pas adressé la parole à Griffin. Il n'a pas mis Griffin en copie sur la feuille de route. Il a ignoré l'email de Griffin, qui demandait un résumé des opérations de la journée. Les chauffeurs ont suivi les instructions de Dixon, parce qu'ils suivaient les instructions de Dixon depuis 15 ans. Et parce que suivre les instructions de Griffin signifiait arriver à un quai de chargement fermé, parce que personne n'avait confirmé le créneau. Jour 3, jeudi, 11h du matin. Kemp a appelé directement sur mon portable. Tran, j'appelle au sujet du planning Drexley de jeudi. Mon responsable d'entrepôt me dit que personne n'a confirmé la fenêtre de réception. Je ne fais plus partie de l'entreprise, Kemp. Un silence. 9 années d'appel, de planning, de retard météorologique, et de cartes de Noël, compressées dans l'espace entre ma phrase et sa prochaine respiration. Depuis quand? Depuis lundi. Qui gère mon compte? Griffin. Un autre silence. Plus long. Ton frère a appelé mon bureau hier, pour demander quelles étaient nos heures d'ouverture de quai de chargement. Nous avons les mêmes horaires depuis 9 ans. Ils sont imprimés sur la première page du contrat. Il n'a manifestement jamais lu. Kemp, je suis désolé pour les désagréments. Ne t'excuse pas. Tu n'es pas la cause de ça. C'est ton père qui a causé ça. Ton frère a appelé mon responsable d'entrepôt par le mauvais prénom. Il l'a appelé Steve. Son prénom est Martin. Martin travaille sur ce quai depuis 11 ans. Tu le sais, parce que tu l'as appelé Martin tous les jeudis. Pendant 9 ans. Kemp a soupiré. Je résilie le contrat à la fermeture des bureaux aujourd'hui. J'enverrai l'avis officiel à ton père. Ce n'est pas une question de famille, Tran. C'est une question de compétence. Tu auras la mienne quand tu seras prêt. 1,8 million d'euros. 22% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Disparu avant 17h. Tout cela parce qu'un partenaire de 9 ans a appelé la personne en qui il avait confiance, a découvert que cette personne n'était plus là, et a pris la seule décision qui s'imposait.
Jeudi après-midi, un deuxième partenaire a appelé le bureau. Ils ont demandé à parler à Tran. On leur a répondu que Tran ne faisait plus partie de l'entreprise. Ils ont demandé qui s'occupait de leur compte. On leur a répondu, Griffin. Ils ont posé à Griffin une question sur leur planning de livraison. Griffin les a mis en attente pour vérifier le système. Ils ont raccroché pendant la musique d'attente, et ont envoyé un email de résiliation, avant que Griffin ne reprenne la ligne. 960 000 € de contrats annuels en moins. Vendredi matin, un troisième partenaire. Un appel à froid à Alma, qui s'occupait désormais des téléphones, car Griffin était dans la salle de conférence, la porte fermée. Le partenaire a dit, nous devons savoir si le départ de Tran est définitif. Si c'est le cas, nous avons besoin d'un préavis de 30 jours, pour assurer la transition. Tran est passé à autre chose, a répondu Alma. Griffin est le nouveau point de contact pour tous les comptes. Griffin est le monsieur qui nous a envoyé un email hier, pour nous demander notre adresse. Notre adresse figure sur l'entête de chaque facture que nous vous avons envoyée, depuis 4 ans. Considérez ceci comme notre préavis de 30 jours. 720 000 €. En 4 jours, 3 partenaires avaient résilié. 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. 43% de l'activité de l'entreprise. Pas parce que je les avais appelés, ni parce que je les avais débauchés, ou que j'avais envoyé un seul email à un seul client. C'était simplement parce que ces clients entretenaient des relations avec moi, et non avec un logo sur un bâtiment. Vendredi soir, 18h15. On frappe à la porte de mon appartement. Des coups forts, répétés, désespérés. Les coups de mon père. Tran, ouvre la porte. Palmer est là. Nous devons discuter des contrats. Palmer est l'avocat de l'entreprise. Un homme qui examine les accords avec les fournisseurs, et gère les renouvellements d'assurance. Mon père avait amené un avocat spécialisé en contrat à mon appartement un vendredi soir, 5 jours après m'avoir humilié devant 18 employés. Tout cela parce que 3 contrats venaient de franchir la porte de sortie, et qu'il avait besoin de la personne qui les détenait pour les récupérer. J'ai parlé à travers la porte fermée. Je ne reviendrai pas appel sur mon téléphone lundi, si tu veux qu'on se parle comme des adultes. Tran, le contrat de Kemp vaut à lui seul 1,8 million. Tu ne peux pas juste tourner le dos à ça. Tu as tourné le dos à 11 années de travail, lors d'une réunion le lundi. J'ai tourné le dos à un bâtiment. L'un des deux est bien plus difficile à remplacer. Wyatt a pressé sa main contre la porte. J'ai entendu le bruit mat de sa paume sur le bois. Ce n'est pas comme ça que l'on gère un désaccord professionnel, Tran. Tu ne quittes pas une entreprise que ton grand-père a fondée, pour t'asseoir dans ton appartement pendant qu'elle s'effondre. Tu m'as traité de meuble à dossier devant 18 personnes, et tu as donné mon poste à un homme qui ne sait même pas trouver le dossier Drexler. Ce n'est pas un désaccord professionnel. C'est une démolition. Je suis juste sorti du bâtiment avant qu'il ne s'écroule. La voix de Palmer s'est fait entendre depuis la cage d'escalier. Wyatt, ce n'est pas le moment. Refaisons le point lundi. Tu as géré ça avec un tableau blanc et une cravate. Je le gère avec un verrou. Nous avons tous les deux choisi notre style. J'ai entendu Palmer chuchoter quelque chose à Wyatt, à propos du timing et des prochaines étapes. Des bruits de pas descendant les escaliers. Une portière de voiture. Le moteur a démarré. Ils sont partis. La carte des itinéraires était sur la table de ma cuisine, face vers le haut. 8 arrêts, écrits de la main de Haskell en 2012. Le seul document sur ma table n'était pas la preuve d'un crime. C'était la preuve d'une carrière, que mon père avait réduite à une blague, devant les personnes qui m'avaient regardé la construire. Dimanche soir, 7e jour. Mon téléphone a sonné à 21h40. Jocelyn, la directrice financière de l'entreprise. 6 ans d'ancienneté, précise, discrète. Elle était la seule personne, lors des réunions trimestrielles, à poser des questions auxquelles mon père ne voulait pas répondre. Tran, je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu me laisses terminer avant de répondre. Elle a parlé pendant 14 minutes. Je suis resté assis dans le noir à la table de ma cuisine, et j'ai écouté sans dire un mot. J'aurais dû te dire ça avant la réunion, a-t-elle dit. J'aurais dû te le dire le jour où j'ai découvert l'anomalie. Ton père m'a dit que c'était une affaire de famille, et j'ai laissé cela m'arrêter. Je n'aurais pas dû. 3.
4 millions d'euros de contrats résiliés en 4 jours, ce n'est pas une affaire de famille. C'est un échec de gouvernance. Et la personne responsable n'est pas celle qui est partie. Les chiffres clients de Griffin. Les 340 000 euros de nouveaux contrats n'étaient pas nouveaux. Il s'agissait de mes comptes existants, déplacés entre les catégories du CRM, et présentés comme de la croissance trimestrielle. Jocelyn m'a détaillé le processus, client par client. Kemp avait été reclassé en mars. Walsh en juin. Drexler en septembre. À chaque fois, Griffin déplaçait le compte de mon étiquette, opération, vers son étiquette, développement, générait un rapport montrant ses nouveaux revenus, et le présentait à Wyatt lors de la réunion trimestrielle suivante. Wyatt le félicitait à chaque fois. Jocelyn avait signalé cette incohérence lors d'une revue trimestrielle, 5 mois plus tôt. Elle avait apporté les impressions au bureau de Wyatt, et les avait étalées côte à côte, le rapport de Griffin, et le journal d'activité du CRM, montrant les étiquettes d'origine. Wyatt les a regardées pendant 30 secondes, les a reposées, et lui a dit de laisser tomber. Griffin prend confiance en lui. Les chiffres suivront. Ils n'ont jamais suivi. Il n'y avait rien à suivre. Les revenus existaient déjà. Griffin les avait simplement renommés, et avait bâti sa carrière sur ce réétiquetage. La prime de signature. Lorsque Griffin a été promu directeur de l'exploitation, Wyatt a approuvé une prime de signature de 120 000 euros, tirée directement du compte d'exploitation de l'entreprise. Jocelyn a traité le paiement elle-même. Le conseil d'administration n'a pas été consulté. Le salaire de Griffin a bondi de 46 000 euros à 135 000 euros. En une seule réunion du lundi, mon frère est passé d'un salaire représentant la moitié du mien, à 50 000 euros de plus, avec, en prime, un bonus à 6 chiffres pour un poste qu'il s'est avéré incapable d'assumer en à peine 4 jours. Puis, elle m'a révélé la partie qui a tout remis en perspective. 6 mois avant la réunion, Wyatt a fait asseoir Griffin dans son bureau, et lui a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite. Il souhaitait un rachat de 180 000 euros, financé par les bénéfices de l'entreprise sur 3 ans. 60 000 euros par an pendant 3 ans. Il me l'avait demandé à moi, en premier. J'avais dit non. Je lui avais dit que l'argent devait être réinvesti dans la flotte. 2 camions, affichant 320 000 km au compteur, devaient être remplacés. Le système de chargement de l'entrepôt avait 15 ans, et était tombé en panne 2 fois au cours du dernier trimestre. Et nous perdions des appels d'offres concurrentiels, parce que notre équipement ne pouvait pas rivaliser avec les délais de rotation des plus grandes entreprises. Je voulais réinvestir. Je voulais que l'entreprise survive. Wyatt, lui, voulait un chèque. Il a demandé à Griffin. Griffin a dit oui. Il a dit oui, de la façon dont Griffin dit oui à tout, rapidement, sans lire les détails, sans comprendre ce que cet engagement allait coûter. Griffin avait accepté de financer la retraite de son père, à partir de bénéfices que l'entreprise n'avait pas encore réalisés, en échange d'un titre qu'il n'était pas capable d'assumer. Tout cela en utilisant l'argent qui aurait dû être investi dans des camions qui tombaient en panne sur l'autoroute I-85, et dans un système de chargement qui se bloquait 2 fois par semaine. Jocelyn m'a dit une dernière chose avant de raccrocher. La semaine suivant la promotion, Wyatt lui a demandé de valider le salaire de 135 000 euros de Griffin, sans le soumettre à l'examen de rémunération, qu'il exigeait pourtant pour tous les autres employés. Quand Jocelyn a demandé pourquoi, Wyatt a répondu, c'est la famille. La famille ne passe pas d'évaluation. J'étais passé par des évaluations. 11 années d'évaluation. Chaque augmentation que j'avais reçue, était passée par un processus d'examen de 60 jours, que Wyatt avait lui-même conçu. Griffin l'avait contourné dès sa première semaine. Cette promotion n'avait rien à voir avec le leadership. C'était une transaction. Mon père avait vendu le contrôle opérationnel de l'entreprise au fils qui avait accepté de lui faire un chèque. Il ne l'avait pas vendu au fils, qui était capable de la diriger. Il l'avait vendu au fil, qui a simplement dit oui. Et le mot qu'il avait utilisé pour habiller tout cela, était leadership. Prononcé devant 18 personnes, qui connaissaient parfaitement la différence, entre un homme qui gère 8 millions d'euros d'opérations, et un homme qui renomme des colonnes sur une feuille de calcul et appelle cela de la croissance. J'ai failli répondre quand Wyatt a appelé vendredi soir. Le message vocal de Jocelyn était arrivé 20 minutes plus tôt. Tran, il y a des choses que tu dois savoir sur la promotion. Rappelle-moi.
La confession n'avait pas encore totalement fait son chemin dans mon esprit, mais son poids pressait déjà contre les murs de mon appartement. J'ai laissé le téléphone sonner dans le vide, et je suis resté assis dans la cuisine sombre, avec les chiffres qui défilaient dans ma tête. Si vous avez écouté cette histoire, et que vous voulez savoir ce qu'il se passe quand Tran s'assoit face à son père, avec la vérité étalée sur la table, abonnez-vous à Le Coin Reddit, et restez à l'écoute, car le message vocal arrive. Lundi, 8e jour. J'ai appelé une avocate du nom de Arlo. Elle a examiné les termes de mon contrat de travail, mes 11 années d'ancienneté, ma participation aux bénéfices non acquises, et les circonstances de mon départ. Elle a confirmé ce que je soupçonnais. Mon contrat de travail initial, signé à l'âge de 19 ans, ne contenait aucune clause de non-sollicitation. Mon père ne l'avait jamais mis à jour. Arlo m'a expliqué que je ne pouvais pas solliciter activement les clients de l'entreprise, mais que s'ils me contactaient de manière indépendante, j'avais tout à fait le droit de travailler avec eux. Kemp avait déjà appelé. La porte était grande ouverte, et mon père avait oublié de la verrouiller il y a 11 ans. J'ai demandé à Wyatt de me rencontrer mercredi. 10e jour. Mon appartement. Mes conditions. Il est venu seul. Pas de Palmer. Pas de raclement de gorge Griffin. Pas d'Alma. Un homme qui amène un avocat est encore en train de se battre. Un homme qui vient seul à l'appartement de son fils à 10 heures du matin, les mains dans les poches, a déjà perdu. Et il essaie de trouver une façon de le dire, sans avoir à prononcer le mot. J'ai ouvert la porte sans le saluer, j'ai marché jusqu'à la table de la cuisine, et je m'y suis assis. La carte des itinéraires était face vers le haut sur la table entre nous, là où elle se trouvait depuis vendredi soir. 8 arrêts à l'encre effacée. Wyatt l'a regardé, m'a regardé, a regardé la chaise vide. Il s'est assis lentement. De la manière dont les gens s'assoient, quand ils ne sont pas sûrs que la chaise les supportera. J'ai posé mon téléphone sur la table, et j'ai lancé la lecture d'un message vocal sauvegardé. La voix de Kemp a résonné dans la cuisine. Stable, mesurée, et définitive. J'ai travaillé avec toi pendant 9 ans. Tran. J'ai appelé lundi pour le planning d'expédition Drexley. Ton frère a répondu au téléphone. Il ne savait pas ce qu'était l'expédition Drexley. Il m'a demandé de l'épeler. J'expédie des unités Drexley via votre entreprise depuis 2017. Il n'a pas pu trouver le dossier. Il m'a mis en attente pendant 11 minutes. J'ai résilié le contrat à la fermeture des bureaux. Ce n'est pas une question de famille. Tran. C'est une question de compétence. Tu as la mienne quand tu seras prêt. Les mains de Wyatt se sont posées à plat sur ses cuisses et ont appuyé, se retenant à la chaise. Le muscle de sa tempe a palpité 2 fois. Sa mâchoire s'est décalée vers la gauche, puis s'est verrouillée. J'ai posé 3 documents sur la table. Le premier était une impression du CRM, montrant les « nouveaux clients » de Griffin. J'ai placé mon doigt sur la première entrée. Ça, c'est Kemp. Je gère le compte de Kemp depuis 9 ans. Griffin l'a réétiqueté dans le CRM le 14 mars, comme étant une victoire de développement commercial. Je suis passé à la deuxième entrée. Ça, c'est Walsh, 5 ans. Reclassé le 10 juin. Je suis passé à la troisième. Drexley, 8 ans. Reclassé le 2 septembre. Chaque entrée correspondait à l'un de mes comptes existants, affublé d'une nouvelle étiquette de catégorie. Les dates de reclassement coïncidaient avec les rapports trimestriels de Griffin. 340 000 € de revenus qui existaient déjà, reconditionnés en une croissance qui n'avait jamais eu lieu. Pas un seul nouveau client en 3 ans. Le deuxième document était la note de service pour la prime de signature. 120 000 € tirés du compte d'exploitation. La signature de Wyatt au bas de la page. Aucune résolution du conseil d'administration. Aucun conseiller consulté. Le compte d'exploitation, qui ne pouvait pas s'offrir une machine à café à 400 €, ni une augmentation de 8 000 € pour l'homme qui gérait les opérations, pouvait en revanche s'offrir un bonus à 6 chiffres pour celui qui avait simplement renommé les colonnes de mon tableur. Le troisième document était une page unique, rédigée de la main de Griffin, l'accord de rachat pour la retraite. 180 000 € sur 3 ans. Tout en bas, avec l'écriture de Griffin, accord. La main droite de Wyatt s'est dirigée vers le document de rachat. Un instinct pour le couvrir. Pour le retirer de la table. Pour faire en sorte qu'il n'existe pas.
Ses doigts ont atteint le bord de la page, puis se sont arrêtés. Il a retiré sa main, et l'a posée sur sa cuisse. Ses épaules se sont voûtées en avant, et sa posture s'est effondrée sur elle-même. L'homme, qui s'était tenu devant 18 employés pour qualifier ma carrière de « correction », ne pouvait plus garder le dos droit dans ma cuisine. « Où as-tu eu ça ?» Sa voix était tendue. La personne qui les a traités me les a donnés. La même personne qui t'a dit, il y a 5 mois, que les chiffres de Griffin étaient faux, et qui t'a regardé lui ordonner de laisser tomber. Wyatt a fermé les yeux. Jocelyn. Jocelyn. La seule personne de ton bâtiment qui lit les chiffres, au lieu de regarder les PowerPoint. Tu m'as traité de meuble à dossier devant toutes les personnes présentes dans ce bâtiment. Greer l'a entendu. Les 2 chauffeurs que j'ai formés l'ont entendu. Dixon l'a entendu. Chaque personne, qui m'a regardé construire ces opérations pendant 11 ans. T'as entendu les réduire à un meuble. Alors, laisse-moi te dire ce qu'il y avait dans ce meuble. Tous les itinéraires que cette entreprise parcourt. Chaque relation client que j'ai bâtie au fil de 9 ans avec Kemp, 8 ans avec Drexley. 5 ans avec Walsh. Chaque fenêtre de livraison que j'ai confirmée à minuit, et chaque retard météorologique que j'ai bravé au volant à 4 heures du matin. Pendant que ton autre fils dormait. Le meuble à dossier contenait chaque contrat de cette entreprise. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, géré par une seule personne qui arrivait à 5 heures du matin, et partait après l'enregistrement du dernier camion. Tu as remplacé cette personne, par un homme incapable d'épeler Drexley au téléphone avec notre plus grand partenaire. Un homme qui a mis un client de 9 ans en attente, pour faire une recherche dans un système qu'il n'avait jamais ouvert. Et qui ne sait toujours pas ce qu'est un code client. Ce n'est pas une correction. C'est une vente de liquidation. Les 340 000 euros de nouveaux contrats? C'était mes comptes? Avec une nouvelle étiquette. Le bonus de 120 000 euros tiré du fonds d'exploitation? Pendant que tes chauffeurs conduisent des camions avec 320 000 km au compteur. Et cet accord de retraite de 180 000 euros que tu m'avais proposé en premier. J'ai dit non. Parce que la flotte avait besoin de cet argent, et l'entreprise avait besoin de ces camions. Griffin a dit oui, parce que Griffin dit oui à tout. Tu ne l'as pas promu pour son leadership. Tu l'as promu parce qu'il a accepté de te faire un chèque. J'ai regardé mon père de l'autre côté de la table. Il fixait le document comportant l'écriture de Griffin. L'accord de son propre fils pour le racheter. Sa propre retraite, achetée au prix d'une entreprise que son père avait lancée avec un seul camion et une carte de crédit de station-service. Tu as dit que j'étais un travailleur, pas un leader. Les travailleurs se présentent au travail. Les leaders décident. Je me suis présenté au travail pendant 11 ans. Tu as décidé de vendre l'entreprise au fils, qui avait accepté de payer ta retraite. Dis-moi lequel de nous deux travaillait. Et lequel faisait des magouilles. Wyatt a ouvert la bouche. Ses lèvres ont bougé pour former un mot qui n'est jamais sorti. Il a fermé la bouche, et a réessayé. Tu as vendu l'entreprise au fils qui a accepté de payer ta retraite. Il n'a pas pu la tenir plus de 4 jours. Et ton histoire de leadership non plus. La cuisine a conservé le silence, de la même manière qu'un quai de chargement conserve le calme, après le départ du dernier camion de la journée. Les yeux de Wyatt se sont baissés vers la table, et ont parcouru les 3 documents, l'impression du CRM, la note de prime, l'accord de rachat avec l'écriture de Griffin en bas. 3 morceaux de papier, qui racontaient l'histoire entière de la raison pour laquelle son entreprise s'effondrait, étalée sur la table de la cuisine de son fils, dans l'appartement de la personne qu'il avait renvoyé devant tout le personnel, 5 jours plus tôt. J'en ai terminé avec cette entreprise, avec cette conversation, et avec cette version de notre famille. Si tu veux parler affaires, appelle Arlo. Son numéro est sur la carte que j'ai laissée près de la porte. Wyatt a essayé une dernière fois. Sa voix est descendue à un ton que je n'avais plus entendu, depuis que j'étais un petit garçon apprenant à garer un camion en marche arrière sur un quai de chargement. J'ai construit cette entreprise pour vous les garçons. Pour vous deux. Ton grand-père a conduit le premier camion. J'ai conduit le deuxième. Tu as conduit le troisième. C'est notre sang. Tu ne peux pas tourner le dos à ton sang. Tu as vendu le sang de ta famille, pour un chèque de retraite. J'ai fait glisser le résumé financier de Jocelyn de l'autre côté de la table. Le bonus, l'accord, les chiffres gonflés,
tout cela résumé sur une seule page. Lis-le. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte de l'appartement, et je l'ai ouverte. Wyatt est resté assis à la table de ma cuisine pendant 11 secondes. Je les ai comptées sur l'horloge du micro-ondes. Chaque seconde représentait une année que j'avais donnée à son entreprise, moins les 2 années avant que je sois assez vieux pour avoir de l'importance. Puis, il s'est levé, a repoussé la chaise sans la ranger, a laissé le résumé financier sur la table, et est passé devant moi par l'embrasure de la porte, sans me regarder en face. Ses pas dans les escaliers étaient plus lents que vendredi dernier. Plus lourds. La cage d'escalier était silencieuse. J'ai refermé la porte, et je suis resté seul dans ma cuisine, avec 3 documents, un message vocal, et une carte plastifiée que mon père n'avait pas demandé à voir, et n'avait pas demandé à garder. J'avais failli lui tendre cette carte d'itinéraire pendant la réunion. Les mots de Dixon de ce dimanche soir-là m'en avaient empêché, les itinéraires savent qui les gère. Cette carte n'était pas un cadeau pour l'homme qui les avait vendus. C'était une preuve pour l'homme qui les conduisait. Au 14e jour, les chiffres racontaient toute l'histoire, et ce n'était pas une histoire de leadership. 3,4 millions de contrats annuels perdus. 2 autres clients avaient mis leur compte sous examen, ce qui, dans la logistique, signifie qu'ils discutent déjà avec des concurrents. Griffin avait raté 2 autres fenêtres de livraison lors de la 2e semaine, activant des clauses de pénalité qui ont coûté 18 000 € à l'entreprise. Wyatt avait déposé 42 000 € de ses économies personnelles sur le compte d'exploitation, pour couvrir la paie du vendredi. Le rachat de retraite de 180 000 € était mort. Il n'y avait aucun bénéfice pour le financer. L'entreprise, que Wyatt avait vendue pour un chèque de retraite, ne pouvait plus se permettre de le mettre à la retraite. Jour 12. Dixon est entré dans le bureau de Griffin, avec une seule feuille de papier. Sa lettre de démission. Une phrase. Je suis venu travailler pour l'entreprise que votre fils a construite. Cette entreprise n'existe plus. Griffin l'a lu 2 fois. Il a levé les yeux vers Dixon, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, sa veste déjà sur le dos. Dixon, nous pouvons discuter de ta rémunération. Je suis en train de mettre en place de nouvelles structures d'incitation. Je suis ouvert à une conversation sur ton avenir ici. Il n'y a rien à discuter. La personne pour laquelle je travaillais n'est plus dans ce bâtiment. La personne qui dirige l'expédition ne sait même pas ce qu'est l'expédition. Et la personne qui l'a mis en charge, s'est acheté une retraite, avec de l'argent qui aurait dû aller à la flotte. Dixon a fait une pause. Je suis au courant pour l'accord, Griffin. Jocelyn n'est pas la seule personne à lire le compte d'exploitation. Le visage de Griffin s'est figé. Dixon a récupéré sa tasse de café sur le comptoir de la salle de pause en sortant. La tasse avec la poignée ébréchée, qui avait été la mienne avant d'être la sienne. Celle dans laquelle il avait versé du café chaque dimanche soir pendant 10 ans. Il l'a emporté hors de ce bâtiment où il avait travaillé pendant 15 ans. La porte d'entrée s'est refermée derrière lui, avec le léger cliquetis d'un loquet qui avait été ouvert et fermé 10 000 fois, par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient en le franchissant. 2 chauffeurs seniors ont suivi Dixon, au 16e jour. Ils n'ont pas écrit de lettre. Ils ont appelé Alma, parce qu'Alma gérait les ressources humaines, et lui ont dit qu'ils arrêtaient. Elle a demandé à chacun d'eux pourquoi. Le premier chauffeur a répondu que personne ne dirigeait l'expédition, et qu'il n'allait pas conduire sur des itinéraires à l'aveugle, pour un homme qui était dans l'entreprise depuis seulement 3 ans. Le deuxième chauffeur a été plus bref. Je faisais confiance à Tran. Je ne fais pas confiance à tout ça. Griffin a organisé une réunion du personnel au 17e jour. Il s'est tenu devant le tableau blanc, là où Wyatt avait écrit « Nouvelle direction » 2 semaines et demie plus tôt. Les mots étaient toujours là, écrits au marqueur effaçable. Personne ne les avait effacés. Griffin a dit au personnel restant que l'entreprise traversait une période de transition, et que de nouveaux systèmes étaient en cours de mise en œuvre. Il a utilisé le mot « excitant » à 3 reprises. Personne dans la pièce n'avait l'air excité. Un employé a levé la main. Est-ce que Tran va revenir? La mâchoire de Griffin s'est crispée. Ce n'est pas pertinent pour cette réunion. L'employé a baissé la main. Il n'a pas posé d'autres questions. Il ne s'est pas non plus porté volontaire pour l'itinéraire du week-end. Personne d'autre dans la pièce ne l'a fait. La réunion a duré 9 minutes. Griffin a laissé le tableau blanc intact. Nouvelle direction,
écrit par l'homme qui avait vendu son entreprise pour un chèque de retraite, juste au-dessus de la tête du fils, qu'il avait acheté avec de l'argent qui n'existait pas. Jour 21. 2h14 du matin. Les bureaux de l'entreprise étaient plongés dans l'obscurité, à l'exception de la lampe de bureau de Wyatt. Il était assis dans la chaise qu'il utilisait depuis 30 ans. La chaise où il avait rédigé la première facture de l'entreprise à la main. La chaise depuis laquelle, il m'avait dit à mes 19 ans, qu'un camion était une responsabilité, et non un jouet. Il tenait son téléphone dans sa main. Le fil de discussion à mon nom était ouvert. Il a tapé « J'avais tort à propos du leadership ». C'était toi le. Le curseur a clignoté. Il a fixé la moitié de la phrase. Puis il a sélectionné le texte, et l'a effacé. Il a tapé « L'entreprise a besoin ». Effacé. Il a tapé « Tran ». Juste le prénom. 5 lettres sur un écran lumineux, dans un bureau sombre. Il l'a regardé pendant 30 secondes. Le curseur clignotait après la dernière lettre, comme un battement de cœur qu'il ne pouvait pas faire taire. Il a pensé à ajouter un point. Il a pensé à ajouter « Je suis désolé ». Il a repensé à la salle de conférence, au tableau blanc, et au mot « correction ». À la façon dont son fils avait fermé l'ordinateur portable sans le claquer, avait déposé le badge sans le jeter, était sorti sans crier. Et comment le silence de cette sortie avait été plus bruyant que tout ce que Wyatt avait pu entendre en 30 ans passés à diriger une entreprise, bâtie sur le bruit des moteurs diesel et des quais de chargement. Il a effacé le prénom, a posé le téléphone face vers le bas sur le bureau, et est resté assis dans l'obscurité à 2 heures du matin. Dans la chaise où il avait jadis dit à un garçon de 19 ans, qu'un camion était une responsabilité, et non un jouet. Le garçon était parti. La responsabilité était toujours là. Les jouets tombaient en panne sur l'autoroute, et plus personne dans le bâtiment ne savait comment les réparer. 45 jours après être sorti de cette salle de conférence, j'ai signé un bail pour un petit bureau, dans un parc commercial à une douzaine de kilomètres de l'entrepôt de mon père. Une pièce, un bureau, un tableau blanc. Avec une fenêtre donnant sur le parking, où les camions de livraison de 3 entreprises différentes allaient et venaient toute la journée. Je pouvais entendre les moteurs diesel depuis ma chaise. Le son des remorques reculant vers les quais de chargement, les freins à air se relâchant, les bips de recul des chariots élévateurs. Ça sonnait comme du travail. Ça sonnait comme la seule musique que j'ai jamais comprise. Dixon a été ma première recrue. Il s'est présenté le jour où j'ai signé le bail, avant même que je n'ai déballé l'imprimante. Il a apporté 2 tasses de café. L'une d'elles avait une poignée ébréchée. Je traîne ça avec moi depuis 3 semaines, a-t-il dit. Je me suis dit que tu en aurais besoin. Kemp a été mon premier appel client. Il a décroché avant la 2e sonnerie. Je me demandais quand tu arrêterais d'être poli avec ça, a-t-il lancé. Envoie-moi la paperasse. Et Tran, réponds au téléphone quand Walsh appellera. Je lui ai donné ton numéro la semaine dernière. Il attend. J'ai épinglé la carte des itinéraires sur le mur au-dessus de mon bureau. Les 8 arrêts écrits de la main de Haskell pour mon premier jour, à 19 ans. En dessous, j'ai écrit 12 noms de clients sur le tableau blanc avec ma propre écriture. 4 avaient travaillé avec l'entreprise de mon père. 8 étaient nouveaux. Le nom de Kemp était le premier de la liste. La tasse de Dixon trônait sur mon bureau à côté de l'imprimante, remplie d'un café provenant d'une machine qui fonctionnait, parce que Dixon l'avait branché ce matin-là, sans même qu'on le lui demande. À une douzaine de kilomètres de là, l'entreprise de Wyatt fonctionnait encore. Mais le mot « fonctionnait » portait plus de poids qu'aucun autre camion de sa flotte. Les revenus avaient chuté à 4,6 millions d'euros, et continuaient de baisser. Griffin était dans son bureau de direction, avec un titre, une place de parking, et un salaire de 135 000 euros qu'il avait obtenu, simplement en disant oui à un accord qu'il ne comprenait pas. Des camions d'une valeur de 200 000 euros devaient être remplacés, mais il n'y avait aucun budget pour le faire. Un système de chargement s'était bloqué 3 fois au cours du dernier mois, et il ne restait plus personne sachant comment le débloquer. Les 42 000 euros d'économie personnelle de Wyatt avaient été dépensés pour une masse salariale, qui ne cessait de fondre. L'accord de retraite de 180 000 euros, qui avait permis d'acheter la promotion de Griffin, n'était plus qu'une simple ligne sur une feuille de calcul, qui ne montrerait plus jamais de bénéfices. Alma avait cessé de répondre aux appels des partenaires, parce que les 3 derniers avaient posé la même question, est-ce que Tran est là?
Elle ne voulait plus avoir à donner la réponse. Et sur un tableau blanc dans la salle de conférence, restaient 2 mots écrits au marqueur effaçable, que personne n'effaçait, et que personne ne pouvait honorer, nouvelle direction. Le tableau blanc sur mon mur comportait 12 noms. Le téléphone a sonné. C'était une coordinatrice d'expédition d'une entreprise, qui avait l'habitude de travailler avec la société de mon père. Kemp nous a dit de vous appeler, a-t-elle expliqué. Il a dit, c'est la seule personne dans cette région, qui répond avant la 2e sonnerie. J'ai pris un stylo. Merci d'avoir écouté cette histoire sur le coin Reddit. Si elle a résonné en vous, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a déjà été cette personne, celle qui maintient tout à flot pendant que quelqu'un d'autre s'en attribue le mérite. Les itinéraires savent qui les gère. Ça a toujours été le cas.